Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Printemps 1301. Le roi de France effectue un voyage en Flandre, une sorte de tournée un peu délicate pour lui. Le contexte est tendu autour de Philippe le Bel. Il faut vous dire qu'il y a eu un conflit peu de temps avant et qu'à l'issue de ce conflit, le vieux comte de Flandre, qui s'appelle Guy de Dampierre, a fini par se rendre aux Français et depuis lors, il est détenu sur les terres du roi capétien. Donc, il s'agit pour Philippe le Bel de manifester son soutien de suzerain avec ce comté. Il s'agit aussi d'y asseoir, disons-le, la domination de la couronne de France et le fait est qu'il est plutôt bien reçu. À Lille, à Gand, à Courtrai, on voit ce roi qui est tellement difficile à comprendre. Il est toujours derrière une espèce de masque de grandeur et de majesté. Il a 33 ans, le roi Philippe IV. Il est de grande taille et de bel air, évidemment. On le voit se présenter devant des foules qui sont très accueillantes, pleines de gaieté. Les riches cités flamandes ne lésinent pas sur les décors, sur les musiques. On reçoit le roi à coups de grandes harangues. De quoi encourager Philippe le Bel à des concessions. Vous savez que c'est la grande époque où l'on octroie aux différentes instances, aux différentes communes, notamment des privilèges. Et c'est très essentiel, ça, pour ces Flamands qui sont d'abord des commerçants, des négociants, des gens très actifs, très industrieux. L'une des étapes va mener le roi capétien dans la somptueuse cité de Bruges. Un port extraordinaire, un véritable nœud du négoce international, si j'ose cet anachronisme. Les notables brugeois sont particulièrement décidés à éblouir le roi de France, attentions aimables, somptueux atours. Tout ça, dit-on, inspire à l'épouse du roi Philippe, c'est la reine Jeanne de Navarre. Elle a une exclamation qui est un petit peu entre l'hommage et l'impatience. Je me croyais seule reine ici, mais j'en aperçois 1000 autres autour de moi. C'est une façon de faire un beau compliment et en même temps, c'est une façon de dire aux Brugeois, mais pour qui vous prenez-vous ? Bref, on ne sait pas exactement ce qu'a voulu dire la reine. Toujours est-il que cette visite royale se passe bien dans la ville de Bruges. La détention du comté de Flandre, a priori, n'empêche pas Philippe le Bel de se faire accepter. Pour certains, il est probable que le fait même qu'il détienne le comte de Flandre a aidé à ce bel accueil. Tout de même, il faut dire que, contrairement à d'autres cités, Bruges ne bénéficie pas d'un certain nombre des mesures fiscales qu'avait espéré la bourgeoisie locale. Il y a toute une partie de la population qui espérait bénéficier de ces privilèges. Si on met ça à part, la visite permet de créer un modus vivendi entre le capétien, qui est souvent considéré comme quelqu'un d'un peu dur, et puis cette région qui, elle, est connue comme très indocile. Normalement, ça aurait dû créer beaucoup de difficultés. Alors, jusqu'où va l'accord entre Philippe le Bel et les Brugeois ? Jean Favier, que j'ai toujours un très grand plaisir à citer, c'était un véritable maître et je peux vous dire notamment que c'était un incroyable conférencier. C'était le grand connaisseur de notre Moyen-Âge. Jean Favier, qui a écrit une biographie de Philippe le Bel, souligne que peu après le départ du roi de France, il y a eu quand même, à l'intérieur de la ville de Bruges, un certain nombre de troubles, quelque chose d'assez inquiétant, un certain nombre de nobles et de privilégiés de la cité, ceux-là même qui avaient essayé d'obtenir que la fiscalité ne change pas et que les avantages auxquels ils étaient habitués leur soient maintenus. Tous ces gens-là ont voulu que les frais de la visite royale soient payés par l'ensemble de la ville, et notamment les très beaux atours de leurs épouses qui avaient un peu impatienté la reine de France. Pas mal de bourgeois se disent à Bruges que c'est tout à fait scandaleux. Et ça va créer des troubles, ça va même créer une espèce d'émeute qui est menée par un tisserand, il s'appelle Peter de Koninck, c'est un personnage assez étrange, il est borgne, il est volontiers emporté, et il y a assez vite des combats furieux, des morts, des arrestations. Alors on va
va pas entrer dans tout le détail de cette crise, mais disons quand même qu'elle est assez sérieuse, même si elle reste essentiellement locale. Un bon gouverneur pourrait sans doute se servir de cette tension. Oui, mais en l'occurrence, ce n'est pas un bon gouverneur que le roi Philippe a laissé derrière lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. En vérité, ce gouverneur, c'est l'oncle de la reine Jeanne de Navarre, un homme pour le moins mûrissant, mais quand vous n'êtes pas doué jeune, il y a peu de chances que vous le deveniez en étant vieux. Voilà ce que nous dit l'historien Henri Pirenne. Jacques de Châtillon n'avait aucune des qualités nécessaires pour remplir la mission délicate dont il était investi. C'était un homme violent, hautain, un vrai représentant de la féodalité, dur et méprisant pour le peuple, incapable de comprendre les intérêts, les aspirations, la puissance des grandes communes qui passaient sous son gouvernement, apparenté d'ailleurs aux familles les plus considérables de la noblesse flamande, il tomba tout de suite sous leur influence. Son administration fut le signal d'une intense réaction. Alors Châtillon, pour autant, ne va pas rester inactif. Il va, quand il apprend que la ville de Bruges est en grand émoi, eh bien il va se présenter à la tête de troubles. Alors les rebelles le laissent passer, ils se disent peut-être même qu'ils vont trouver dans ce monsieur de Châtillon, dans ce Jacques de Châtillon, un arbitre favorable. Ah oui, mais non. Châtillon a une autre idée en tête, sans s'embarrasser de trop de finesse, il va signifier aux Brugeois qui est le maître, j'allais dire qui est le patron. Et ça va se traduire par des mesures qui sont vouées à faire de lui non pas un arbitre, mais un ennemi de la population. Le gouverneur, notamment, entend démanteler l'enceinte de la cité. Vous savez que l'enceinte de la cité à Bruges a la forme d'un œuf. Eh bien, il veut démonter tout ça. Il veut annuler les privilèges locaux. Il veut renforcer les mesures de contrôle. Bref, les habitants sont autorisés à s'éloigner de Bruges, mais sûrement pas à y manifester leur indépendance. En fait, les résolutions de Châtillon peuvent réconcilier en partie les Brugeois divisés, mais elle va réconcilier cette population contre la France, contre la couronne qu'il est censé lui-même représenter. Et en peu de temps, on peut dire que Châtillon a réussi à faire de Bruges un véritable chaudron qui risque bien de cracher au visage de Philippe le Bel, et ce, à peine un an après sa visite réussie en Flandre. Vous écoutez Radio Classique. Alors ce gouverneur-là, Jacques de Châtillon, va se représenter, va revenir à Bruges. Il fait une nouvelle entrée le 17 mai 1302, et là, cette fois, il se présente avec toute une armée. Il est à la tête de centaines de cavaliers assez redoutables et qui ont bien l'intention d'imposer une bonne fois pour toutes aux Brugeois leur suprématie. Et là encore, on va dire que Châtillon n'est pas la personne indiquée. Il y a pas mal de Brugeois qui peut-être encore étaient prêts à chercher une sorte d'entente avec la tutelle française et qui se disent que les soldats du gouverneur préparent une punition violente contre la population, et ça fait naître une angoisse, ça bien entendu, et ça va renforcer l'agressivité de la population locale contre les forces françaises. Et on se dit que ces forces françaises, il serait peut-être indiqué de les frapper, de les atteindre avant qu'elles n'agissent contre les Brugeois. Et voilà que ce 17 mai, le soleil se couche sur la ville, et dans l'obscurité, un certain nombre d'habitants qui avaient préféré se faire oublier hors de la ville vont réussir à y entrer. Il faut vous dire que les défenses de la ville ont été largement supprimées, et puis il y a des complicités à l'intérieur. Bref, ce qui est en train de se monter, c'est un véritable complot. Et bientôt, on va réveiller la cité contre Châtillon et ses gardes, qui sont surpris et qui bientôt sont dépassés. Voilà ce que Jules Frédéric nous dit de cette bataille, de ce qu'on appelle donc ces matines de Bruges, matines sanglantes. Je le cite: les exilés, en entrant dans la ville, criaient Schildenfried à tue-tête, ça veut dire bouclier et ami. Et les Français, attaqués par eux et voyant leur rang s'éclaircir, crurent sauver leur vie en criant avec leur vainqueur Schildenfried. Fatalement, ils criaient Skilt en Vriend. Ils se dénonçaient ainsi et on les tuait.
Quant à ceux qu'on trouvait dans leur lit et qui étaient désignés par leurs hôtes, ils étaient massacrés sans autre forme de procès. Ça peut faire écho à un traumatisme assez récent pour la France, les vêpres siciliennes, ce massacre anti-français qui peut être comparé tout à fait à ce qui s'est passé à Bruges et qui avait eu lieu quelques décennies plus tôt. Je ferme cette parenthèse. En tout cas, Châtillon a de quoi être un peu déstabilisé par l'accélération des événements. Il parvient à quitter Bruges en hâte, tout comme Pierre Flotte, conseiller très important de Philippe le Bel, qui se trouvait aussi dans la ville. On peut imaginer leur effroi au moment de faire le compte de tous ceux qui ont été blessés, tués. Il y a beaucoup de disparus et Châtillon ne peut pas laisser un affront de cette importance impuni. Voilà ce que nous dit Georges Minois, qui lui aussi a raconté la vie de Philippe le Bel. Les matines de Bruges rendent inévitable la confrontation armée. La neutralité n'est plus possible, il faut choisir son camp. À Bruges, les maisons des Leliards, qui donc sont pro-français, sont pillées. Guillaume de Juliers, qui est un parent du comte de Flandre, et Peter de Koning sont de retour. Ils prennent le château de Wienendael, où se trouvait une garnison française, et ils font décapiter le bailli de Torhout. Le mouvement se propage rapidement. Et en effet, il y a pas mal de cités flamandes qui vont s'inspirer de ce qui s'est passé à Bruges. Un certain nombre de personnes qui jusqu'alors étaient restées neutres, disons, vont se mêler aux révoltés, vont accroître l'insurrection. Et elles le font pour certaines par conviction, et d'autres parce qu'elles savent que si la France reprenait le dessus, ça risquerait d'avoir pour conséquence un châtiment collectif d'une violence sans précédent. Et Châtillon est bien décidé à sauver son honneur, et disons-le, à sauver l'honneur de la couronne de France. La riposte qui se prépare va être une riposte très rude. Au début de l'été, un cousin de Philippe le Bel, que connaissent les lecteurs des Rois maudits, Robert d'Artois, approche avec une armée, avec des chevaliers superbes, une puissance manifeste, une noblesse intimidante, et tous ces renforts, qui en annoncent d'autres d'ailleurs, qui sont censés venir derrière, tous ces renforts vont faire comprendre à la population qu'on ne peut pas s'en prendre à la France impunément. Au début du mois de juillet, l'explication se dessine près de Courtrai. Courtrai est totalement acquise à la rébellion, et à Courtrai, des fidèles de Philippe le Bel, qui sont claquemurés dans une forteresse, attendent d'être délivrés. Ils se demandent si on ne va pas les passer avant au fil de l'épée. Bref, le 11 juillet, assez tôt, l'armée de Robert d'Artois, qui est pas loin de la ville, s'élance face à des troupes plus légères, quelques chevaliers certes, mais essentiellement une infanterie qui est composée de la population locale. Il y a là-dedans beaucoup d'artisans, il y a même des cultivateurs. La lourde cavalerie française s'embourba dans les marécages, nous raconte Jean Favier, et elle s'embourba aussi dans les fossés que les Flamands avaient astucieusement creusés. Empêtrés dans leurs lourdes armures, attaquant trop tôt pour ne pas laisser aux simples arbalétriers la chance de gagner seuls la bataille, les chevaliers de France tombèrent sous les coups des piques et des couteaux. Peu au fait de l'éthique chevaleresque et rendus encore plus ardents au combat par le sentiment très net de ce qui les attendait si eux-mêmes étaient pris, les artisans égorgèrent furieusement les chevaliers qui, tombés à terre, offraient de se rendre. Le résultat de cette bataille de Courtrai est bien cruel pour la monarchie capétienne. Les Français, dans cette affaire, vont enregistrer des pertes énormes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les grands, les importants chevaliers de l'os de France sont tombés dans cette affaire. Jacques de Châtillon, Robert d'Artois, Pierre Flotte, et je pourrais en citer comme ça beaucoup. Et tandis que tous ceux qui ont survécu n'ont pu que quitter le champ de bataille de façon assez piteuse, les Flamands, les petits Flamands, j'allais dire quasiment les gens du peuple, ont démontré leur solidité, leur réalisme. Et vous savez comment ils vont se récompenser? Ils vont ramasser sur les corps de tous ces chevaliers tombés dans la bataille, ils vont ramasser les éperons qui pour la plupart étaient des éperons d'or, d'où le nom de journée des éperons d'or, cette bataille des éperons d'or qui encore aujourd'hui fait vibrer la fierté nationale des Flamands. Toute la Flandre maintenant a l'air dressée contre la France, avec l'île qui va même carrément chuter. À vrai dire, la cité brugeoise
est un peu surprise elle-même par ce qui s'est passé. Il ne s'attendait pas à l'emporter, j'allais dire, aussi facilement, tous ces soldats de rencontre face à la chevalerie tellement fière de la France. Ça pourrait, pourquoi pas, donner naissance à une puissance libre. Oui, ça pourrait s'il n'y avait pas Philippe le Bel, parce qu'inutile de vous dire que pour le roi de France, c'est un désastre qui ne peut rester sans réponse, bien entendu. Alors, la réponse n'est pas très facile à apporter, pour tout vous dire. Le roi va devoir réunir tout ce qu'il reste de chevaliers et mener son host qui a été consolidé de l'arrière-ban. On a récupéré tous ceux qui pouvaient encore combattre et on va voir le roi atermoyer quelque temps. Ça dure comme ça plusieurs mois. Il n'y a pas d'affrontement décisif et c'est seulement à la fin de l'été 1303 que Philippe le Bel prend une décision, et en l'occurrence c'est une décision d'attente. Il accepte un cessez-le-feu, au moins jusqu'au printemps. Évidemment, lorsque vous voyez les choses depuis les Flandres, ça a l'air d'être une reculade. Sauf que, évidemment, le roi va tirer parti des circonstances. Cette longue pause va lui permettre de s'occuper d'un certain nombre d'autres difficultés. Il faut vous dire qu'il a beaucoup de problèmes avec les finances, avec la papauté, avec des régions remuantes. Il va convaincre le pape qui vient d'être élu, Benoît XI, de condamner des faits de guerre des Flamands qui notamment ont ravagé Thérouanne après y avoir coupé la tête d'une représentation de Saint-Louis. Ça, c'est un sacrilège contre la dynastie, mais aussi contre la religion, bien sûr. Et par ailleurs, le roi a beau jeu de se concilier le roi d'Angleterre. Il ne faut pas oublier les liens qui unissaient les Flamands aux Anglais, qui sont essentiellement des liens commerciaux. Et donc, en neutralisant le roi d'Angleterre, on retire beaucoup de puissance aux Flamands. Bref, vous voyez que Philippe le Bel est en train d'organiser sa riposte. Et même, il va décider de mandater le comte de Flandre en personne, qui pour l'occasion a été donc libéré des geôles françaises, pour aller argumenter sur ses terres en faveur de l'obéissance au roi de France. Certes, le comte de Flandre a du mal à convaincre, mais c'est une manœuvre qui peut semer le trouble parmi les Flamands qui sont de plus en plus tiraillés par toutes sortes de vieilles concurrences qui refont surface. N'oubliez pas qu'il y a des couches de la population qui ont des intérêts très divergents dans cette affaire et le roi de France va savoir jouer de ces divisions-là. Arrive enfin le printemps 1304, là c'est la fin de la pause, c'est la fin de la trêve et les semaines qui s'annoncent maintenant promettent d'être terribles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les Français se sont mobilisés, ils vont arracher une victoire navale importante sur les bords de la mer du Nord. Les Flamands ont l'intention de répondre par un succès terrestre. Après tout, ils l'ont déjà fait à Courtrai. Pourquoi est-ce qu'ils ne rééditeraient pas leur exploit ? Leurs troupes savent parfaitement jouer les mouches du coche dans les grandes étendues de leur plat pays. Les Français sont empêtrés partout. L'armée française hésite toujours à venir se frotter à tous ces gens. Et finalement, le 18 août, à Mons-en-Pévèle, voilà la grande bataille, on est entre Lille et Douai, si vous voulez, Philippe le Bel va se lancer à corps perdu dans cette bataille. Il fait une chaleur extraordinaire en ce 18 août, on peut s'attendre à une lutte pénible, trempée de sueur et de sang. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Philippe va se lance donc dans la bataille avec ces hommes qui montrent quand même à quel point ils sont de rudes guerriers, qui ont retrouvé toute leur solidité. Les arbalétriers ennemis montrent qu'ils sont, eux, de leur côté, toujours aussi dangereux. Bref, pendant le combat, le roi donne beaucoup de sa personne. Certains l'ont même vu chuter de sa monture, ce qui, pour autant, n'annonce pas la défaite des Français. Je cite Jean Favier, remis sur pied, malgré le poids de son armure, par 2 Parisiens de son entourage. Le roi Philippe se met à manier la hache. Sa grande taille l'aidait, cependant qu'à grands coups de hache, il fauchait littéralement ses adversaires. Ses chevaliers et ses sergents se regroupèrent autour de lui. Le pennon de soie peint aux fleurs de lys flottait toujours, et les compagnons du roi ne cessaient de crier « Montjoie !» Au bout de ce combat ardu, les Flamands ont été complètement déstabilisés. L'un de leurs chefs, Guillaume de Juillet, donc, est bientôt mis à mort. Et l'humeur des Français, qui
pour l'essentiel, sont victorieux à la fin de ce 18 août. L'humeur n'est pas à la clémence. Il faut venger tous les affronts du passé, bien entendu. Et il y aura contre les Flamands d'autres coups durs. L'île est reprise le mois suivant, ce qui va peser sur les tractations de la saison froide. Et tout ça se traduit en 1305 par le traité d'Athis. Malgré quelques petites concessions royales, c'est un véritable coup de massue militaire, mais surtout financier qui s'abat sur la population flamande. Ce fut une condamnation plus qu'un traité, estime Henri Pirenne. Philippe le Bel, c'est vrai, a fixé très haut le prix du remboursement des matines de Bruges, de l'humiliation de Courtrai et de la terrible journée des éperons d'or. Il a voulu laver son honneur, ce qui ne veut pas dire pour autant que la Flandre ait dit son dernier mot. Vous écoutez Radio Classique.